Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 30 septembre, sommaire ce journal. Les travaux de la consultation sur les objectifs de développement durable se sont clôturés hier au Palais du Peuple. Et en nouvelles du monde, Moscou et Washington sont en bord de la rupture. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. L'ambassadeur de la République de Djibouti en France, Saad Moussa Yahya, a présenté hier à Sa Majesté le roi Philippe VI d'Espagne en présence du ministre des Affaires étrangères au Palais Royal à Madrid les lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en Espagne avec résidence en France. Après les salutations d'usage, le roi a eu avec l'ambassadeur Yahya un entretien privé qui s'est déroulé dans une atmosphère cordiale et empreinte d'amitié. Les deux responsables ont fait un tour d'horizon des relations politiques, de coopération existantes entre les deux pays. Ils ont également abordé les questions d'ordre régional, notamment la situation au Yémen et en Somalie, où le rôle important de Djibouti a été souligné par le souverain espagnol. Durant cette audience solennelle, l'ambassadeur a transmis au roi Philippe VI les salutations du président de la République, son Excellence Malmar Guelleh. À cet égard, le roi d'Espagne a loué l'action déterminante du président djiboutien pour le développement de son pays et son expertise dans le cadre du maintien de la paix dans les sous-régions. Et enfin, l'ambassadeur a assuré à Sa Majesté sa détermination à œuvrer pendant la durée de sa mission en Espagne de la consolidation et au développement des relations entre les deux pays. Et en nouvelles du pays à présent, les travaux de la consultation nationale sur l'objectif de développement durable, ODD, qui a visé à assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, sont achevés hier au Palais du Peuple. Au terme de leur réflexion et leur échange, les participations ont émis une série de recommandations et de pistes de travail pour mettre en place pour une feuille de route ainsi qu'une maîtrise afin de parvenir à une école inclusive, équitable et de qualité à l'horizon 2030, comme le veut le 4e objectif du développement durable. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdellah Mahyoub, a, dans un mot de clôture, rendu hommage aux participants et aux partenaires du système des Nations Unies pour leur engagement et leur disponibilité. Il a loué la qualité des interventions des uns et des autres et les recommandations qui ont été faites pour atteindre l'objectif d'une école inclusive, équitable et de qualité. Une plus grande responsabilisation des acteurs concernés, ça peut être les enseignants, ça peut être les parents, ça peut être les cadres du MINFOP, ça peut être aussi les partenaires, les différents partenaires. Donc cette notion de responsabilisation a été beaucoup discutée. Donc voilà les quelques, en quelques mots, une partie des discussions qui ont eu lieu entre nous. Et donc il y aura donc une série, il y a déjà une série de recommandations. Il y a une feuille de route qui va être établie par une commission nationale de l'éducation qui a été mise sur pied. Et bien entendu, nous espérons que cette réunion aujourd'hui sera les prémices d'une collaboration intersectorielle, mais un espoir, comment dire, fort pour l'école djiboutienne. Et le secrétaire général du MINFOP, Mohamed Abdellah Mahyoub, a dirigé hier les travaux d'une réunion d'information destinée aux chefs d'établissement dans l'ensemble des niveaux d'enseignement. La rencontre qui s'est déroulée dans les locaux du centre de formation des enseignements de l'enseignement fondamental a vu la participation des officiels du département et l'ensemble des responsables d'établissements scolaires du pays. À l'ordre du jour de cette importante session d'information, le rappel des grandes directives et les principales recommandations de la circulation du circulaire de la rentrée fixant la priorité de l'année scolaire. Un accent particulier a été mis sur la mise en œuvre des projets d'école comme stipulé dans les lettres de mission remises aux chefs d'établissement. Plus généralement, la réunion visait à poser le cadre et donner des grandes lignes de projets d'établissement que les responsables d'école devront mettre en place rapidement. À ce titre, le secrétaire général et officiel. Aujourd'hui, nous avons réuni tous les chefs d'établissement, qu'ils soient de la base, du moyen, du secondaire, ici au CFF,
pour une réunion très importante en cette période de rentrée scolaire où la politique éducative, les directives et les axes, les grandes orientations sont données à tous les professionnels du système éducatif djiboutien. Comme vous le savez, les directives pour cette année scolaire sont focalisées essentiellement sur la qualité. L'objet de la réunion même, c'était la mise en place du projet d'établissement, qui est un concept large, un concept que nous devons de tracer les contours, les objectifs, les finalités, l'élaboration, la mise en place, la mise en œuvre, mais aussi l'évaluation. Et dans un communiqué, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douali, a pris part à la 71e Assemblée générale des Nations unies du 20 au 22 septembre 2016. Rappelons que la délégation de la République de Djibouti était conduite par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh. Le ministre des Finances a prononcé un discours lors d'une réunion de haut niveau sur les droits des migrants. Toujours aux Nations unies, le ministre de l'économie et des finances a également pris part à la réunion de haut niveau sur le droit au développement. Sur un autre plan, toujours à New York, le président de la République, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, a participé aux côtés du président américain Barack Obama aux forums économiques US-Africa. Le ministre de l'économie et des finances a, durant ce forum, pris part au panel ministériel dont l'objet était de favoriser l'attraction du secteur privé US au continent africain. Du 23 au 26 à Washington, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douali, a participé au forum annuel sur la coopération économique US-Africa subsaharienne appelé GAOA. Les pays qui sont membres du GAOA sont 41 pays africains dont Djibouti. Durant les travaux du forum, le ministre de l'économie et des finances a fait une déclaration dans laquelle il a rappelé le rôle économique important joué par les États-Unis en Afrique. Il a mis l'accent sur l'importance que doivent donner les pays africains au renforcement de leur nombre et capacités productive afin de bénéficier des mesures, initiatives et des opportunités qu'offre le marché américain. En marge de ce forum, le ministre a effectué des rencontres bilatérales, dont notamment un entretien avec le responsable en Afrique de l'agence américaine pour le développement du commerce. Il est rappelé que le ministre de l'économie et des finances était accompagné par M. Samir Aden Cher et de M. Moumin Ismaël Abdelahi, ses conseillers techniques. Et on va de cela à Tadjoura, les jeunes associations en collaboration avec l'ACS, les femmes engagées pour la protection de l'environnement ont organisé une journée d'action communautaire dans la ville de Tadjoura. C'est dans le cadre des actions de sensibilisation pour la protection de l'environnement et de l'hygiène que ces associations ont procédé au ramassage des ordures ménagères. Les habitants de Tadjoura ont participé massivement à cette action humanitaire. Le président de la CES, Abakari, a remercié le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Bounaïta, et les infirmiers majeurs de Tadjoura pour leur soutien accordé au cours de cette action communautaire. Et pour terminer, la tournée de promotion des droits humains en faveur de l'abandon total de toute forme de mutilation génitale féminine se poursuit toujours. L'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, ont abrité une soirée de sensibilisation et de débat à Hayabli en faveur de l'abandon total de mutilation génitale féminine, à laquelle on prépare un large public composé d'hommes, de femmes et de jeunes, et ceux de ce quartier, sous la mobilisation des dynamismes de superviseurs du programme Madame Mariam Kako et de Halimo. Au menu d'un riche programme composé de débats, de sketchs, le programme de protection et de promotion des droits humains se poursuivra dans sa tournée de sensibilisation sur les méfaits de mutilation génitale féminine dans les CDC des autres quartiers de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Madame Halimo a chargé les superviseurs de ce programme de l'UNFD a rappelé que le travail de terrain mené par l'UNFD et des quartiers ont pour objectif de donner un coup d'aide pour combattre l'excision dans les quartiers et nos foyers. International à présent, à Moscou et Washington au bord de la rupture. Les bombes continuent de tomber à Alep après près de 3 mois de siège.
Dans les quartiers rebelles se sont encore intensifiés depuis plusieurs jours. Dans les airs, l'armée russe qui vient en appui avec les forces de Bachar al-Assad. Mais si selon les sources de bilan humain varient, elles se mettent d'accord pour dire que les morts se comptent désormais par centaines, alors que côté diplomatique, la rupture est tout proche entre Moscou et Washington. John Kerry, secrétaire d'État américain, le bombardement à Alep est inexcusable. Je pense que nous sommes au bord de la suspension des discussions car c'est irrationnel que ce soit dans ce genre de contexte qu'on assoit pour penser sérieusement à la situation. La passe semble désormais inévitable. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane Mistura, a lui aussi reconnu les négociations sont très difficiles à mener sous la bombe. Les hôpitaux sont désormais gravement endommagés. Des centaines de personnes ont besoin d'être évacuées d'urgence dans les quartiers rebelles médicaux. Voilà, c'est tout pour cette édition. Mais restez avec nous pour les minutes de focus avec Idriss Adouta. Merci de nous rejoindre pour les quelques minutes de focus. Idriss Adouta nous a rejoint sur le bateau. Bonjour Idriss. Bonjour Megan. Donc vous allez parler d'un train qui a déraillé près de New York. C'était aujourd'hui ou hier? Hier, oui. Scène des chaos. Bonjour d'abord. Scène des chaos à la gare d'Hoboken, près de New York. Un train des banlieues vient de dérailler. Les dégâts sont considérables. Un bilan provisoire fait état d'au moins d'un mort et d'une centaine de blessés, dont plusieurs sont dans l'état grave. Selon les premiers éléments de l'enquête, le train ne s'est pas arrêté en rentrant en gare. Il a défoncé les butoirs en fin de voie, traversé un hall avant de s'écraser contre un mur. L'accident a eu lieu en plein air des Pointes. Un rescapé sous le choc affirme: quand on s'est relevé, on a vu que des gens étaient coincés, qu'on devait sortir par les fenêtres. Le conducteur est sorti, il était recouvert de sang. C'est là qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait davantage de blessés graves. J'ai senti la puissance de l'impact, mais ce n'est sans doute pas comparable avec ce que les blessés graves ont dû ressentir. Un conducteur des trains explique que contrairement à une voiture, un train peut parcourir une longue distance avant de s'arrêter. Si j'actionne les freins d'urgence, la rampe peut rouler 1,5 km avant de s'immobiliser complètement. Les trains ne sont pas comme des voitures, ils continuent d'avancer. À ce stade, la police semble privilégier la piste de la défaillance technique ou de l'erreur humaine. Grièvement blessés, les conducteurs des trains collaborent à l'enquête. La gare d'Hoboken, qui est la gare de New York, située en face de Manhattan, avait déjà été le théâtre d'un accident de ce type il y a 5 ans. Et en Turquie, Erdogan s'apprête à prolonger l'état d'urgence dans son pays. Évidemment, le Conseil national de sécurité turc dirigé par le président Recep Tayyip Erdogan souhaite prolonger l'état d'urgence instauré pour 3 mois après les tentatives du coup d'État du 15 juillet. Au moins 32 000 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence et la vague d'arrestations devrait se poursuivre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a défendu ce jeudi la reconduction attendue de l'état d'urgence en vigueur depuis le putsch avorté dès juillet, laissant entendre qu'il pourrait rester en place jusqu'à 12 mois. Le Conseil national de sécurité précisé par Erdogan avait recommandé mercredi au gouvernement de prolonger l'état d'urgence imposé pour 3 mois après les coups manqués et qui doit expirer le 20 octobre. Le Conseil a estimé que la période des 3 mois n'était pas suffisante et qu'il était dans l'intérêt de la Turquie de la prolonger des 3 mois, a expliqué le président turc lors d'une allocution devant des élus locaux à Ankara. Même 12 mois pourraient ne pas être suffisants, a-t-il ajouté. Le gouvernement va prendre les mesures nécessaires. Officiellement, il s'agit de garantir la protection de la démocratie turque ainsi que des droits et les libertés des citoyens. Mais la prolongation de l'état d'urgence est une nouvelle inquiétante. Voilà, merci Idriss pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur notre chaîne.